En quoi les prothèses sportives permettent-elles aux athlètes invalides de se rapprocher des performances des athlètes valides? L'histoire des prothèses remonte à celle de l'humanité. Les premiers hommes, dès qu'ils se mirent à vivre debout, ont naturellement cherché à conserver cette posture. Il leur a fallu trouver des béquilles et des aides pour remplacer leurs membres amputés ou estropiés. On scelle encore aujourd'hui en s'appuyant sur une canne, un bâton, une béquille, voire on enfile une prothèse de membre inférieur. Qu'elle soit rudimentaire ou sophistiquée, celle-ci restera toujours une jambe de bois. Les anciens principes et concepts sont toujours de mise, mais grâce à l'évolution de la technologie et des matériaux, leur application en est démocratisée. Les Égyptiens étaient capables d'amputer et de fabriquer des prothèses. Des preuves ont été découvertes sur la momie d'une femme morte il y a environ 3000 ans. Le gros orteil du pied droit avait été amputé et l'articulation avait été remplacée par une prothèse en bois. Dans le cas de cette momie, retrouvée dans l'ancienne ville de Thèbes, la prothèse a servi. Des traces d'usure sur le bois en attestent. Les chercheurs estiment d'ailleurs que l'articulation des 3 segments de bois, maintenus en place par du textile, devait permettre un assez bon mouvement. Durant les civilisations grecques et romaines, les traces se font alors plus précises et plus nombreuses. Ainsi, au 5e siècle avant J.C., Aristophane, poète grec, écrivit Les Oiseaux, une pièce de théâtre avec un rôle pour un invalide possédant une jambe en bois. Hérodote, un grand historien, écrit en 400 avant J.C., dans Calliope, l'histoire d'un homme qui s'amputa pour échapper au Sparte et qui se fit une prothèse en bois. Ensuite, durant le Moyen-Âge, les prothèses étaient soit des pilons, soit des crochets, et avaient juste un but fonctionnel. Seuls les riches pouvaient s'offrir des appareillages plus sophistiqués ou plus humanisants. Lourde, encombrante et peu fonctionnelle, elle faisait partie de l'armure de certains chevaliers. Il a bien sûr existé quelques orfèvres qui ont œuvré pour la science de la prothèse, mais ils ont laissé très peu de traces. L'époque n'était pas propice à la communication ni à la grande distribution. Puis à la Renaissance, Ambroise Paré, auteur du renouveau de la ligature des vaisseaux, après une amputation, curieux et habile de ses mains, met au point de nombreuses prothèses comme des armatures métalliques, des pilons articulés, un cuissard à pilon dont le principe était encore utilisé au XXe siècle. 150 ans plus tard, Goethe a repris à son compte l'histoire d'un chevalier du XVIe siècle qui, ayant la main droite coupée, était appareillé avec une main articulée en fer. Les guerres, malgré leur tragédie, ont eu le mérite de permettre un grand développement de l'appareillage. La guerre de sécession a amorcé la naissance de dizaines, voire centaines d'entreprises spécialisées. À la suite des 2 grandes guerres mondiales, l'importante mobilisation des vétérans de guerre et l'aide financière des gouvernements vont permettre un nouvel essor dans l'industrie des prothèses. Vers 1950, c'est la création d'un pied souple en mousse de néoprène. Vers 1960, d'un genou articulé, puis avant 1970, le premier genou hydraulique. Les avancées et perfectionnements viennent de l'utilisation des nouveaux matériaux, légers et résistants, de nouvelles conceptions, des progrès de l'électronique et de l'informatique et, avant tout, d'une meilleure connaissance du mode du fonctionnement humain. Alors, pouvez-vous nous décrire votre métier? Alors, moi je suis orthoprothésiste, donc en fait mon métier c'est de concevoir, fabriquer et adapter tout appareil mécanique qui a pour but de pallier un handicap moteur quel qu'il soit. Le mot prothèse désigne un appareil interne ou externe qui succède soit à un membre, soit à une partie d'un membre ou d'un organe du corps pour remplacer la fonction compromise. La prothèse a pour but de redonner une autonomie à la personne, soulager sa douleur, la réinsérer à son domicile et dans sa vie sociale. De façon générale, ce type de prothèse est composé d'une emboîture. C'est un dispositif dans lequel est introduit le moignon. Il permet la transmission du poids du corps et des forces exercées lors du déplacement avec la prothèse. La qualité de conception de l'emboîture est importante, car elle doit être confortable et doit bien tenir le moignon pour ne pas la perdre en pleine activité. Enfin, elle permet la fixation des composants prothétiques. La prothèse est composée aussi d'un manchon. Le manchon permet d'améliorer le confort pour les amputés tibiales ou bien les amputés fémoraux. Il permet de faciliter la mise en place du moignon dans la prothèse. Selon l'utilisation souhaitée, vie quotidienne ou sport, les prothèses n'ont ni le même aspect, ni la même forme et ne sont pas fabriquées avec les mêmes matériaux. Nous nous intéresserons plus spécifiquement aux prothèses sportives. Il existe des différents types d'hommes par sport, par activité, par poids, par force du patient, c'est quasiment des lames, elles sont quasiment uniques en fait.
Elles sont calibrées, même les lames de série, en fait, elles sont calibrées par rapport à l'activité, par rapport au poids du patient. Des lames pour le sport co, il existe des lames de volley, il existe des lames d'athlétisme pur, il existe des lames pour le cross, il existe des lames pour plein de choses. Donc oui, évidemment. Après, quand on arrive à un niveau, les lames sont faites pour l'athlète. Le pied et la prothèse sont des systèmes qui possèdent de l'énergie, puisqu'ils sont capables de mettre l'athlète en mouvement. Les objets en mouvement possèdent de l'énergie cinétique. Chez l'athlète valide, l'énergie cinétique est en partie absorbée par les muscles. Il court essentiellement grâce à l'énergie libérée par les muscles. Chez un athlète invalide, c'est donc essentiellement grâce à ses prothèses que le coureur acquiert assez d'énergie pour courir. Le mouvement avec une lame se décompose en 3 étapes. Une première lorsque la prothèse entre en contact avec le sol. La lame se déforme et absorbe l'impact puis la prothèse emmagasine de l'énergie. Il y a une deuxième étape lorsque les muscles fessiers produisent de l'énergie. La prothèse est l'intermédiaire pour transmettre l'énergie. Elle compense celle qui est produite par les mollets. La forme de la prothèse permet à l'énergie de se déplacer vers la pointe. Lors de la dernière étape, le coureur pousse sur la pointe. Celle-ci libère toute son énergie comme un ressort. Les prothèses sportives sont devenues performantes grâce à l'étude des propriétés des matériaux. La prothèse est composée d'un alliage de carbone et de Kevlar. La combinaison de ces éléments lui permet d'acquérir des propriétés matérielles très importantes. Lorsqu'elle se déforme, elle reprend rapidement sa forme initiale car ce sont des matériaux à mémoire de forme. Le carbone a plusieurs rôles. Il rend la prothèse plus robuste. Elle est ainsi plus résistante face au poids que l'acier. Il est également plus léger que l'aluminium, l'acier ou le titane, donc moins lourd pour l'athlète. Son faible poids s'explique par sa faible densité. Il présente une forte résistance à la corrosion. De plus, les lames de carbone sont équipées de pointes pour une meilleure adhérence au sol. Le Kevlar est une fibre synthétique qui possède une bonne résistance à la traction et au choc, donc il apporte de la souplesse grâce à sa flexibilité. Les inconvénients de ces matériaux sont leur prix. On peut aussi signaler que le carbone est composé de nanoparticules dangereuses pour la santé. Run de Clémence, puisque vous la connaissez, vous l'avez vu sa FlexRun ou pas? Oui. Bon. C'est une lame en C, simple, d'accord? Et en fait, c'est une lame qui est polyvalente, pour le coup, qui fait beaucoup de choses. Et en fait, le principe, c'est qu'elle écrase sa lame de 3 à 5 cm pour qu'à chaque fois qu'elle se rebalancule vers l'avant, les 3-4 cm la repoussent vers l'avant. D'accord? Si j'ai juste un bâton droit, il peut être en carbone, en Kevlar, en ce que vous voulez, c'est un tube. Alors c'est compliqué de comparer avec avant, parce que j'ai plus trop de souvenirs de ce qu'étaient les sensations de courir avec 2 jambes. Par contre, je sens bien que ma jambe droite et ma jambe gauche ne fonctionnent pas du tout de la même façon, que pour être performant et utiliser à 100% la prothèse ou la jambe, ça nécessite d'avoir des techniques de course qui sont différentes, parce que d'un côté j'ai une cheville, j'ai une jambe classique, de l'autre côté j'ai une prothèse. Maintenant, pour utiliser la prothèse, ça nécessite de ne pas l'attaquer par le même angle et de ne pas appliquer le même type de force que sur le jambe. Forcément, voilà, on va une compensation qui se fait au niveau du cerveau par l'habitude et qui permet, en appliquant des forces différentes et des courses différentes, d'avoir quand même une course qui soit structurée, qui soit équilibrée entre la jambe droite et la jambe gauche. L'histoire des Jeux paralympiques commence en 1948 dans un hôpital militaire situé près de Londres. Un neurologue allemand cherche un moyen d'accélérer le rétablissement de ses patients paraplégiques vétérans de la Seconde Guerre mondiale. La paraplégie est la paralysie de la moitié inférieure du corps. Il imagine les faire se confronter sur des épreuves sportives au moment même où les Jeux olympiques se déroulent à Londres. Le docteur Guttmann vient de créer sans le savoir un nouveau mouvement sportif. Ces Jeux nommés Jeux internationaux de Stoke-Mandeville, du nom de la petite ville anglaise, prennent une nouvelle dimension en 1960 à Rome en prenant place une semaine après les Jeux olympiques. En 1964, les Jeux paralympiques sont organisés à Tokyo comme les Jeux olympiques. 4 ans plus tard, ils se déroulent à Tel Aviv, une ville d'Israël, alors que les Jeux olympiques ont lieu au Mexique. Il faudra attendre Séoul en 1988 pour voir les 2 événements faire à nouveau ville commune. En 1989, le Comité international paralympique est créé à Düsseldorf, avant de s'installer à Bonn, toujours en Allemagne. Le Comité international paralympique est l'organisme mondial qui régit le mouvement paralympique, à l'image du Comité international olympique, créé en 1894 pour le mouvement olympique. Les premiers Jeux paralympiques d'hiver se sont tenus en Suède en 1976. En 1982, Albertville fut la première ville à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.
Ces accords Comité international olympique et Comité international paralympique permettent que les Jeux olympiques et paralympiques soient maintenant organisés par la même ville et sur les mêmes sites et lieux de compétition. Au cours des dernières décennies, les Jeux olympiques ont peu évolué. Le nombre de sports, de pays participants et d'athlètes est stable. Il n'en est pas de même pour les Jeux paralympiques, qui sont en pleine croissance. Si le nombre de sports pratiqués et le nombre d'athlètes évoluent peu, le nombre de pays participants est lui en forte augmentation. Cela résulte d'une attention croissante des nations envers cette partie de la population que constituent les handicapés, ainsi qu'une meilleure accessibilité aux prothèses sportives. Hier, les prothèses devaient ressembler avant tout aux membres qu'elles remplaçaient. Aujourd'hui, on s'attache à la fonctionnalité grâce au développement de l'informatique, à l'étude des mouvements et aux recherches sur les propriétés des matériaux. Les athlètes invalides réalisent aujourd'hui des performances légèrement moins bonnes que les valides. Cependant, ils ont une progression nettement plus importante. L'amélioration des performances des invalides est due à la forme avantageuse de la prothèse qui procure de l'énergie. Les matériaux sont également source d'amélioration. En effet, ils sont à mémoire de forme et ainsi, ils permettent une meilleure restitution d'énergie. Oscar Pistorius est le premier athlète paralympique à avoir participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Il avait atteint les minimas pour courir avec des athlètes valides. Pistorius est allé jusqu'aux demi-finales. On peut donc espérer que d'ici quelques années, les athlètes invalides et valides pourront courir ensemble sur le même pied d'égalité.